par le journal Le Courrier, le ministre Assimi Massaoudou serait impliqué dans une affaire de 200 milliards de francs CFA versés dans un compte à Dubaï par Areva. 48 heures après cette apparition, Massaoudou répond détail dans ce journal. 7 ans après le coup d'état de Salou Jibo, le Niger semble avancer en reculant, nous souligne l'acteur de la société civile Noufou Arzika. Précision dans ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je le disais en titre, 48 heures après la publication par le journal Le Courrier faisant cas d'un virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte à Dubaï, le ministre Assimi Massaoudou sort et donne sa version des faits. Le résumé de ce point de presse avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Les Nigériens l'attendaient depuis la publication par le journal Le Courrier le jeudi 16 février dernier d'un article relatif au virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte à Dubaï par le ministre Assimi Massaoudou en 2011. Eh bien, la réaction du ministre Assimi est tombée ce samedi. Celui-ci apporte sa version des faits. On dit que j'ai vendu 5000 tonnes qui ont coûté 200 milliards et que j'ai placé les 200 milliards dans une banque. D'abord, premièrement, ça veut dire que si j'ai enlevé 5 000 tonnes, ça veut dire que j'ai acheté toute la production du Niger, ça ne suffit pas, c'est-à-dire à travers Sopamine, parce que toute la production du Niger, cette année-là, et c'était l'année 2011, c'était autour de 4 000 tonnes. Donc, mais Sopamine seul a enlevé les 4 000 tonnes, ce qu'on appelle enlèvement, c'est-à-dire a acheté auprès de Somaïr et au Cominac toute leur production, ça ne suffit pas. Elle a acheté une production ailleurs, pour ensuite vendre cette production, puisqu'il faut ajouter à ça pour atteindre 5 000 tonnes. Allez-y vérifier si cela est possible, même imaginable. Que Sopamine ait pu enlever et que Areva ait fait une année sans acheter, les Japonais aient fait une année sans acheter et les Espagnols une année sans acheter. Toute l'année là, aucun n'a acheté notre uranium. On a produit pour Sopamine qui a vendu les 4 000 tonnes et qui a cherché ailleurs 1 000 tonnes pour vendre. Cela n'existe pas. Cela n'est pas possible. Vous pouvez aller vérifier. C'est inimaginable. Il n'y a pas d'année où ces gens-là n'ont pas enlevé leur quota de production pour le vendre. Pour le vendre ou bien l'utiliser dans les réacteurs. Dans tous les cas, même eux, ils les vendent dans le cadre de leur chaîne intérieure. Ils le vendent à leurs électriciens. Donc, il n'y a pas eu ça. Il ne peut pas y avoir eu ça. S'il y a des gens qui veulent vérifier, vous pouvez aller vérifier dans les livres de la Sopamine s'ils ont une seule fois vendu 5 000 tonnes. À plus forte raison en une seule opération. Le ministre Assimi a parlé plutôt d'une affaire qui a rapporté au Niger 800 millions de francs CFA. Ce qui s'est passé, c'est que en 2011, nous venions d'arriver au pouvoir. Areva m'a contacté, pour dire qu'ils ont l'habitude de faire du trading sur le marché de l'uranium, sur le marché spot, sur le marché boursier. Du trading, c'est des activités régulières. Ils ont une filiale qui s'appelle Uran-Gesellschaft, qui était à l'époque une société allemande qui était d'ailleurs partenaire à Somaïr, que Areva a racheté, et c'est leur société de trading sur le marché de l'uranium. Donc ils font, c'est-à-dire sur le marché spot, le marché de la bourse, c'est-à-dire ils achètent, ils vendent. Mais c'est vraiment des opérations instantanées qui connaissent la bourse, et parfois ils gagnent, souvent ils gagnent parce qu'ils connaissent le marché, ils interviennent sur le marché pour agir sur le marché. Et les petites différences qu'ils font, en moins ou en plus, c'est ça qu'ils gagnent ou ils perdent. Ils m'ont dit que dans cette opération-là, on peut, s'ils ont des gains, rétrocéder une petite partie de cette opération, une partie de leurs gains. C'est des petits gains, c'est des centimes qu'ils gagnent sur ça, c'est des trucs qui se font en bourse. Ils peuvent rétrocéder une partie au Niger, sans rien faire. Moi, j'ai dit, bon, si c'est ça, sans rien faire, nous... ça ne nous engage pas, on peut gagner de l'argent gratuitement. La seule manière, c'est que dans leur opération, dans leur transaction, ils mettent le nom de Sopamine. J'ai appelé le directeur général de Sopamine de l'époque. Je lui ai dit l'opération, voilà ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner dedans, c'était 800 millions de francs CFA. Que Sopamine va gagner. Donc il a dit, ah oui, il a donné les pouvoirs pour rapidement signé au nom de Sopamine. Et la transaction a été faite et les 800 millions sont arrivés sur les comptes de Somaïr. Les 800 millions de francs CFA. C'est ça qu'ils nous ont donné dans le cadre de la transaction, ce qu'ils ont gagné
dans cette opération de trading qui n'a rien à voir avec l'uranium du Niger. Sopamine n'a rien fait sauf cette signature et ce pouvoir donné par le directeur général. Et cet argent est rentré à Sopamine et j'ai demandé au directeur général de verser cette somme au trésor, ce qui a été fait. Contrairement au journal Le Courrier qui a publié des preuves sur les transactions financières publiées dans sa dernière parution, le ministre Hassoumi a entretenu la presse sans aucun document, ne serait-ce que sur les 800 millions de francs CFA dont il a éclairé l'opinion nationale. C'est également un des titres de cette édition. 7 ans après le coup de force du commandant Salou Jibo et ses éléments contre le régime de Tanja Mamadou, la rédaction Labari revient sur les faits ayant abouti à ce coup d'État du 18 février 2010. C'est un dossier signé Hassan Saleh Mustafa. C'était dans la journée du vendredi 18 février 2010 que le régime du président Tanja avait été renversé par des éléments des forces armées nigériennes avec à leur tête le chef d'escadron Salou Jibo après 10 ans au pouvoir. Tout est parti après la décision du président Tanja en fin de mandat et de son entourage de prolonger celui-ci de 3 ans. Nous sommes donc pour une constitution nouvelle qui permette au peuple de se prononcer. À tout moment, il peut demander à son président un référendum sans problème. La question est posée, le problème est posé, le président est tenu de convoquer un référendum. Nous avançons en direction du jour J, le 4 août prochain si Dieu veut. On va aller pour le vote de ce projet de constitution proposé par le président de la République. Une annonce qui avait provoqué un tollé de réactions à l'interne et à l'externe. La mauvaise gestion qui caractérise le régime ne lui a pas permis d'accéder à des sources de financement comme le Millennium Challenge Account des États-Unis d'Amérique. Donc, de quel bilan M. Mamadou Tanja peut-il réellement se prévaloir pour justifier sa prétention à être le meilleur président d'Afrique? De quel bilan peut-il se prévaloir pour justifier sa prétention à demeurer au pouvoir? Du crédit féminin, du financement PPTE, distribué dans les conditions que l'on sait, ou des autres volets du programme spécial dont nous avions sciemment tué un moment les aspects négatifs pour encourager son promoteur à quitter la scène, à prendre sa retraite le 22 décembre 2009, lui donnant du coup l'occasion d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Les structures de la société civile nigérienne aussi se sont retrouvées autour d'un cadre, le Front pour la sauvegarde des acquis démocratiques, FISAD, pour mener le combat. Le fait que les actes de Tanja Mamadou sont de nature à saper l'existence même de cette organisation sous-régionale décrète à partir de ce jour 9 août 2009 l'état de mobilisation générale et permanente sur l'étendue du territoire national et au-delà, en tout état de cause, au nom du peuple nigérien. Le Front uni pour la sauvegarde des acquis démocratiques demande pardon à toute l'Afrique. Ainsi, les choses étaient allées plus vite. Le président Tanja dissout l'Assemblée nationale, organise un nouveau référendum en août 2009. De son côté, l'opposition de l'époque multipliait les manifestations et déclarations. Qui sont les promoteurs de l'entreprise Tazarché? Il s'agit, à bien observer, d'une camarilla de parvenus, d'aventuriers et d'affairistes, engagés ensemble dans une monstrueuse construction d'apprentis sorciers. Le dénominateur commun à tous ces agitateurs est la peur panique que leur inspire la fin probable de leurs affaires sonnantes et trébuchantes. Business illégal, mené au moyen de l'influence qu'ils exercent au sommet de l'État, et ce, au détriment des intérêts de la nation. Cet affairisme débridé, œuvre d'un réseau de compères, fait de captation et de détournement des biens publics, évoluera inéluctablement, si l'on n'y met pas fin, vers des pratiques mafieuses, débouchant sur une criminalisation des institutions étatiques. Nous engageons cette lutte avec détermination et fermeté, afin de barrer la route à ces apprentis sorciers, inconscients, irresponsables et fascistes, qui ont manifestement reçu la bénédiction du président de la République. Nous ne doutons pas un seul instant
que notre lutte sera victorieuse, tant elle épouse le génie, le tempérament et la vocation à la liberté du peuple nigérien. Il n'y a aucun mécanisme constitutionnel, il n'y a aucun mécanisme légal, il n'y a aucun mécanisme juridique à partir duquel cela peut s'envisager. Ils suggèrent aussi que l'on mette en place, après décembre 2009, un gouvernement d'union nationale pour continuer sur la durée de la rallonge. Ni les déclarations et manifestations de l'opposition, ni la pression de la CEDEAO, plus rien n'arrête le président Tanja dans sa nouvelle vision. J'ai grandi dans des règlements militaires. J'ai connu les lois et règlements de mon pays en tant que soldat. Je suis venu à la politique, j'ai connu ce que c'est que la Constitution. Et j'ai aimé la démocratie. Et Dieu faisant bien les choses, me voilà un matin devenu président de la République avec un droit de 2 mandats que la Constitution me permet. Voilà que je termine mes 2 mandats. Grandir pour moi est de partir la tête haute. N'est pas la table est desservie, il faut partir. Pour ce qui est du peuple nigérien, les régions se sont prononcées à dire permettez au président Tanja 3 ans pour lui permettre de boucler tous les chantiers dont il a démarré pour des raisons de stabilité et des raisons de compléter ce qui est programmé. Pour le président Tanja, la question de la prolongation de son mandat est entre les mains du peuple et de l'Assemblée nationale. Affaire du peuple et l'Assemblée. Ce n'est plus pour Tanja et Tanja ne parlera ni au président de l'Assemblée ni à quelqu'un d'autre pour dire à l'Assemblée de regarder cela. Ce n'est pas mon affaire. Mais à eux de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je suis prêt à partir demain. Le 22 décembre, c'est la fin de mon mandat. Au revoir, je me retire et merci bien. Les jours passent, le président Tanja et son gouvernement persistent sur le projet de rallonge du mandat de 3 ans sous fond de tension. Moi, personnellement, je suis venu pour servir mon pays. Point. Je ne connais pas autre chose que ça. Et pour servir mon pays, il n'y a pas de frein qui puisse me bloquer. Je veille à l'objectif. Il n'y a pas de frein. Je n'entends pas que quelqu'un me mette des freins pour m'empêcher d'atteindre l'objectif qui va être utile au peuple nigérien. Et ce frein est intervenu le 18 février 2010 au moment où se tenait la réunion du Conseil des ministres. Les éléments des forces armées nigériennes sous les ordres du commandant Salou Jibo ont décidé de prendre leurs responsabilités en mettant fin au régime de la 6e République. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ce jour, 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Tanja Salva, Salou Jibo arrive pour une transition de 10 mois au terme desquels de nouvelles élections ont été organisées. À l'issue de ces élections, le président Issoufou Mahamadou a été élu président de la République du Niger en mars 2011. Toujours par rapport à ces coups d'État du 18 février 2010 et au deuxième mandat du président Mahamadou Issoufou, l'acteur de la société civile Noufou Arzika apprécie la situation sociopolitique et économique actuelle du pays. On l'écoute. Ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu. Parce qu'aujourd'hui, je viens de vous rappeler, les gens ont géré l'insécurité et sont devenus milliardaires. Ça veut dire que le fait même qu'il y ait insécurité, c'est une affaire. C'est une bonne affaire pour les gens qui, prétextant l'insécurité, peuvent avoir la possibilité donc de se voir être chargés de lancer des commandes et ils croient que quand vous lancez une commande au nom de l'État, s'il y a des rétrocommissions, c'est à vous que ça concerne et non l'État du Niger. Vous imaginez un pays comme ça, où vous avez des gens qui représentent l'État, qui ont leurs frais de mission, qui ont leur indemnité, qui ont leur salaire pour faire le travail qu'ils doivent faire. Et quand ils font le travail comme il se doit, s'il y a remise ou ristourne,
ils doivent les empocher eux-mêmes, comme si ils ont fait le travail pour eux-mêmes. Alors qu'ils sont partis au nom de l'État, ils ont donné les marchés au nom de l'État. Si on considère qu'il y a lieu de faire des commissions pour des remises ou des réductions pour permettre c'est donc au lieu de demander de les prendre pour empocher, vous devez ou les reverser au trésor ou alors demander plus de matériel. Tout simplement, au lieu de venir prendre cet argent et venir faire les dancing que les gens ont vu dans Niamey. Tout le monde a vu comment, à l'époque, le ministre de la Défense de l'époque, qui curieusement, ironie de l'histoire, aujourd'hui est député national et même président, s'il vous plaît, de la Haute Cour de justice, qui est appelé à juger les ministres délinquants qui ont été amenés à poser des actes de délinquance du genre de ceux qu'ils ont posés. Donc il y a de quoi s'interroger sur le pays, sur l'avenir du pays, sur même les motivations réelles des événements du 18 février et 2010. Les événements du 18 février 2010 n'avaient rien à voir avec la démocratie. C'était pas la démocratie qui était en cause. La démocratie au Niger n'était pas en cause. C'est des individus qui avaient des préoccupations et des États qui avaient des intérêts à défendre, qui pensent que avec Tanja, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Et donc, par conséquent, il était donc impossible qu'ils puissent ne pas comploter avec certains de nos compatriotes qui sont pressés d'arriver au pouvoir et de jouer ce qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui. On a vu. Donc, en réalité, il y a plus de discours que des actes. Nous Farzika que vous pouvez d'ailleurs suivre en partie magazine. Dans une déclaration rendue publique, la cause Niger et le SINASEB ont appelé leurs militants à boycotter l'opération d'évaluation des enseignants. À travers un point de presse, le ministre a réagi pour expliquer l'importance de cette évaluation. On l'écoute. Nous voulons une formation adaptée à chacun des enseignants. Nous voulons une formation à la carte, c'est-à-dire appropriée, et non décider que tel groupe d'enseignants va faire telle formation, etc., etc. Non, c'est une évaluation vraiment à des fins de formation. Et c'est là la grande différence avec l'évaluation prévue par les textes de la fonction publique. Si nous voulions les sanctionner, alors nous devrions nous référer au texte de la fonction publique, à la loi de 2007. Mais dans la mesure où notre objectif, c'est de les évaluer pour les former, cela relève de la prérogative normale, classique, du ministre de l'Éducation. À ce titre, l'article 23, alinéa 2 de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « L'État et les autres collectivités territoriales veillent, par leur politique publique et leur action, à la promotion et à l'accès à un enseignement public gratuit et de qualité. » Et de qualité. Donc voilà ce que doit faire un ministre de l'Éducation. Et au regard du constat qui a été le sien, de la détérioration de la qualité de l'enseignement, il a décidé d'agir sur la qualification des enseignants. C'est pour cela qu'il a décidé de faire cette évaluation. À l'issue de cette évaluation, nous allons former les enseignants. À aucun moment, dans aucune circonstance, le ministre n'a dit que ceux qui auraient des mauvais résultats à l'issue de l'évaluation que nous projetons de faire seraient sanctionnés, seraient remerciés, seraient mis hors du système éducatif. Jamais il ne l'a dit. Jamais. Il a dit les bons, ils continueront normalement leur enseignement, mais ceux qui ont des difficultés, nous allons les identifier et nous allons y apporter les remèdes appropriés. C'est pour cela que je parlais de formation à la carte. C'est une formation adaptée à chacun. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par l'évaluation que nous projetons de faire. Et en cela, elle est tout à fait légale. Elle est tout à fait légale. Puisque notre objectif n'est pas de sanctionner. Il est de former. Donc c'est ça qu'il faut comprendre par l'évaluation que le ministère compte mener. Et je dois dire que c'est bien dommage. C'est fort regrettable que nos amis partenaires syndicaux agitent les peurs des enseignants.
pour les mobiliser. En disant que le ministre veut vous chasser, le ministre veut faire ceci, le ministre ne vous veut que du mal. Renforcer les capacités d'un enseignant, c'est lui vouloir du mal? Nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème de qualité. Partant du postulat que l'évaluation est illégale, ils ont appelé à son boycott. Ils ont dit aux enseignants, le jour de l'évaluation, rappelez-vous, elle se déroulera en 2 phases. Une phase de vérification des connaissances théoriques qui va porter sur le français et les mathématiques, puis une phase d'évaluation des compétences pédagogiques en situation de classe. Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques iront à ce moment-là dans les classes pour évaluer les enseignants sur leur manière d'enseigner. Voilà comment nous avons conçu notre évaluation. Réunion hier du Conseil des ministres à l'ICI, il a été examiné et adopté un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure. Objectif à protéger la santé humaine et environnementale contre les conséquences de cette substance utilisée dans le traitement de l'or. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. L'utilisation de certaines substances comme le mercure dans les sites d'exploitation minière, notamment l'or, affecte sérieusement la santé des riverains et l'environnement. La décision du gouvernement à travers un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto au Japon vient à point nommé. C'est pour mettre fin à l'utilisation du mercure qui est un métal lourd au niveau des sites d'exploitation de l'orifère, puisque le mercure et ses dérivés sont utilisés pour le traitement des minéraux en vue de l'extraction de l'or. Et ça a été longtemps décrié, non seulement par les acteurs de la société civile, les chercheurs, les scientifiques, puisque on a constaté que ça entraîne des grandes pollutions environnementales et ça rentre aussi dans la chaîne alimentaire. Le mercure a été mis en cause justement à Minamata, dans une baie au niveau du Japon, où le mercure était déversé dans la mer. Ça avait contaminé la chaîne alimentaire et les plantes et surtout le poisson qui était pêché dans cette zone-là rendait les gens extrêmement malades. Ça les provoquait particulièrement 2 pathologies lourdes. Premièrement, des cancers du sang et deuxièmement, des maladies dégénératives du système nerveux central. Cette décision vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques du mercure et de ses composés. Aujourd'hui, dans la région de Komo-Bango, forcément, il y a eu des pollutions de la nappe, il y a eu des pollutions de l'eau et particulièrement aussi toute la faune aquatique. Ça peut d'abord diminuer leur croissance, leur développement et forcément aussi, s'il y a eu des recherches, des gens qui ont pêché du poisson dans ces eaux vont se rendre compte que forcément ces poissons, on va trouver des quantités de mercure forcément supérieures dans les autres zones de pêche au Niger. C'est une avancée du point de vue environnemental et il faut aller maintenant vers des questions d'évaluation et il faut essayer de voir aussi souvent les anciennes boues qui ont été traitées, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour empêcher justement que des phénomènes comme le vent, comme l'érosion hydrique, les saisons de pluie n'entraînent pas tous ces boues pour aller dans les cours d'eau semi-permanentes ou permanentes et polluer la flore. Ainsi, la ratification de cette convention de Minamata permettra au gouvernement d'exprimer sa volonté et sa disponibilité de réglementer et de contrôler les importations, les utilisations, les émissions et le rejet de mercure et de ses composés au Niger. Déclaration officielle ce matin à la salle de réunion de l'hôpital Lamordé de la création de l'association nigérienne des professionnels d'imagerie médicale et de la radiothérapie. C'était en présence de plusieurs invités. Le compte-rendu de la rédaction Labari. Empire, association nigérienne des professionnels d'imagerie médicale et de la radiothérapie,
Ainsi est dénommée la toute nouvelle association des professionnels d'imaginerie médicale et de la radiothérapie, une association qui se veut indépendante, apolitique et à but non lucratif et qui se fixe comme objectif maintenir les principes moraux de la profession en accord avec le code de l'éthique et de la déontologie, représenter la profession auprès des pouvoirs publics et organismes privés, aider le public à connaître la profession en utilisant les divers moyens d'information, protéger les titres conférés par les diplômes, développer et entretenir la conformité entre les membres, protéger et servir les intérêts des membres de l'association tout en encourageant une promotion au sein de la profession. Participer à l'encadrement des stagiaires, encourager la formation continue des membres, collaborer avec les organisations nationales et internationales poursuivant les buts similaires. Initiative appréciée à sa juste valeur au vu du rôle que joue l'imaginerie médicale afin de contribuer de façon efficace à l'amélioration de la santé humaine. Aujourd'hui, l'imagerie médicale est au cœur du diagnostic. Nous n'avons pas coutume de dire que la radio est l'œil de la médecine, mais aussi permet de traiter, prendre en charge beaucoup de pathologies. L'association est donc née afin d'aider le grand public à mieux connaître ce domaine et à faciliter les relations entre les services d'imagerie médicale et les services médicaux, chirurgicaux et des partenaires dans le domaine nucléaire. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre sens élevé des responsabilités et le caractère résolu de votre engagement que individuellement et collectivement, nous nous engageons à contribuer efficacement à la promotion de l'imagerie médicale et à la médecine nucléaire dans notre pays et que nos efforts soient à la hauteur de l'aspiration légitime, je veux dire le bien-être de la population nigérienne dans son ensemble. La création de l'Empire traduit aussi le souci légitime et l'engagement ferme des professionnels de l'imaginerie médicale à servir pleinement et activement la médecine et à accompagner l'État dans sa politique de santé publique. Les élèves du CSP Kwarakano Nord ont effectué ce matin une campagne de salubrité en appui avec Nigériens Cyber Citoyens, une action pour lutter contre l'insalubrité dans cette école. Compte rendu Asma Sedou et Aboubakar Souley. Cette opération de salubrité organisée par les élèves du CSP Kwarakano en appui avec Nigériens Cyber Citoyens NCC vise à rendre salubre le cadre de travail des élèves. Ce groupe d'internautes qui compte plus de 12 000 membres est à sa deuxième action dans cette école. Le CS25, à travers toutes les activités qui ont été menées, celle-là c'est la deuxième, que la salubrité c'est un comportement. Et c'est des gestes quotidiens qui ne sont pas anodins. Lorsque vous éduquez un élève, un enfant, dans un endroit qui ne se veut pas salubre, vous en faites quoi de la société? C'est comme si vous dites à toute la société de devenir impropre. Donc, à partir de cette logique-là, nous sommes inscrits dans la durée pour que la mentalité change chez la Providence de demain. Et le NCC n'est pas à son coup d'essai. Le proviseur de CSP Kwarakano salue l'initiative. Je me sens en tout cas très satisfait de cette organisation aujourd'hui effective de la salubrité, appuyée par MCC Cyber Citoyen, n'est-ce pas? D'accord. Et en tout cas, à travers cette action, nous sommes aujourd'hui très fiers, nous et l'ensemble du personnel administratif, élèves et enseignants, nous sommes très fiers en tout cas de l'organisation de cette activité. Pour la première fois en tout cas aujourd'hui, nous avons pu faire une salubrité effective. Donc à travers cette action, nous nous inscrivons dans la logique de ce qu'on appelle Niamey Niala. Donc nous sommes en train de faire cette fois-ci l'école Niala. Les élèves invitent leurs camarades à emboîter le pas pour qu'ensemble combattre l'insalubrité. Projection hier soir à la Blue Zone de Niamey de l'arbre sans fruits et de délai, respectivement de Aïcha Maki et de Suleiman Momana. Cette projection est accompagnée d'un téléthon au vu de la participation du Niger au prochain FESPACO au Burkina Faso. Abdelrazak Hamidou et Abdel Nasser Seydou pour le compte rendu. La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé.
5 films nigériens ont été retenus pour la compétition, parmi lesquels celui de la réalisatrice Aïcha Maki. Nous restons confiants par rapport à ce festival parce que déjà, pour nous, il y a un premier prix qui est là, c'est la sélection. Parce que tenez-vous bien, le film il a été sélectionné parmi 1 millier. Et parmi ces milliers de films déposés, il y a 150 films qui sont retenus, toutes catégories confondues, c'est-à-dire long métrage, moyen et court métrage, documentaire, fiction et tout comme film d'école. Donc c'est déjà un point de gagner. Et avoir un prix, c'est beaucoup de choses au FESPACO. Parce que c'est vrai, le film il a eu à ce jour, il a 20 prix. Et sa sortie en salle il y a 9 mois. Donc il a déjà fait un parcours et s'il arrive à gagner un prix, c'est un mieux. Et toute l'équipe sera contente et le Niger avec. Mais s'il n'a pas eu un prix, c'est pas une fin en soi parce que le festival, il n'y a pas que les projections, il y a aussi des rencontres, c'est rencontrer des partenaires pour voir dans quelle mesure aussi mettre un autre projet en route. Donc voilà, nous restons quand même confiants par rapport à ces films et par rapport à tous les autres films nigériens qui sont en compétition. Ainsi, en compétition officielle, on retrouvera L'arbre sans fruit de Maki Aïcha, Zinaria de Rahamata Keita, Delou de Suleiman Maman. Et pour cette projection, le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale a tenu à être présent. On vient de suivre 2 des 3 films qui vont nous représenter en compétition. On avait déjà auparavant projeté l'un des films qui va être au Burkina en diaporama, c'est-à-dire en projection simple. Et le sentiment, c'est un sentiment de confiance parce que nous venons tous de le voir, il s'agit de films de très bonne qualité. Il s'agit également de réalisations très professionnelles. Nous sommes confiants et nous sommes sereins. Nous espérons que le Niger va être non seulement valablement représenté, mais il va être récompensé avec le maximum de trophées possible, pourquoi pas les talons de Yenega. Et de l'autre côté, en termes d'accompagnement, nous avons déjà cette série d'activités que nous sommes en train d'organiser, mais le ministère est en train de prendre des dispositions pour faire partir le maximum d'acteurs concernés, le maximum des accompagnants des réalisateurs, pour que ensemble qu'on ait une délégation forte à la hauteur de nombre de films qui sont qualifiés, et nous allons aussi très probablement en tout cas avoir un stand au niveau du Burkina pour faire connaître le cinéma nigérien, pour faire connaître les acteurs nigériens, pour entrevoir des coopérations avec les autres réalisateurs, avec les autres acteurs culturels des autres pays. Pour rappel, l'arbre sans fruit de Aïcha Maki a déjà à son actif plusieurs distinctions de par le monde. Du sport dans cette édition, match retour en Coupe CAF de l'AS Fan contre l'AS Tanda. Les joueurs de l'AS Fan avaient préalablement perdu 3-0 au match aller. Retrouvons Abdelrazak Hamidou et Aboubakar Souley. Défait à l'aller 3-0, l'AS Fan devrait faire au moins aussi bien pour espérer, sinon plus pour se qualifier. Les poulains de Zakariaou ont certes remporté le match qui les opposait à l'AS Tanda, mais ont concédé un but qui les disqualifiait, 3-1. Nous avons tout donné, mais nous acceptons la volonté de Dieu. Et on va se prendre ce match comme repère pour les prochains matchs à venir du championnat. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour les conquérir notre titre de champion. Les enfants ont tout donné. Malheureusement, nous n'avons pas. Nous demanderons pardon au peuple nigérien. Nous n'avons pas été capables, non pas par incapacité, c'est tout juste parce que c'est difficile après un tel match de sortir comme ça dans ce championnat africain. On ne s'attendait pas à ce score, on s'attendait à gagner 4-0 ou bien au minimum marquer 3 buts sans encaisser. Et malheureusement on encaisse un but en fin de première partie. Mais on s'était dit même à la mi-temps qu'on pouvait remonter parce que rien n'était joué, il fallait qu'on gagne 4-0 pour se qualifier. Donc il nous fallait de marquer les 4. Mais je pense que pour ce match, les joueurs n'ont pas démérité, je les encourage. Au vu de leur première sortie, la majorité de l'équipe est très très jeune. C'est pour la première fois qu'on découvre ce genre de compétition. Donc ça ne pardonne pas. Tant que tu encaisses 3 buts en déplacement sans marquer, et c'est ce qui nous a fait sortir aujourd'hui. Rien ne présageait pourtant un tel scénario. L'AS Fan ouvrait le score par Imran Amaiga à la 25e minute avant d'être rejoint peu avant la pause par l'AS Tanda, but marqué à la 42e minute. À l'aller, j'avais dit comme ça que l'équipe de l'AS Fan avait du répondant, très belle équipe, qui nous a créé pas mal de problèmes au match aller.
Et au match retour également, ils sont chez eux. On s'attendait à un tel scénario parce que déjà le climat qui n'était pas favorable. Mais Dieu merci, on a pu se qualifier. Seulement en face, il y avait une bonne équipe de là, c'est fan. Mais c'était dit que c'était la Standard qui devait se qualifier. Une très bonne équipe, ils jouent bien au ballon. Ils nous ont mis en difficulté. C'était très difficile pour nous, mais le temps et puis l'équipe, tout, on était préparé mentalement à ça. On va continuer de travailler parce que avoir la qualification et devant, il n'y a rien comme Bosso. Donc on va continuer de travailler. Puis Dieu nous aide. L'AS Fan tombe ainsi les armes à la main et doit désormais se concentrer sur le championnat. Voilà, comme prévu, place à présent à la partie magazine Noufou Arzika qui se prononce par rapport à la situation socio-politique et économique du pays 7 ans après le coup d'état du commandant Salou Djibo. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, 7 ans après, on peut faire le bilan. On se rend compte que du point de vue d'abord politique, en matière de souveraineté nationale, le Niger n'est plus un État souverain. Ce n'est que sur papier qu'il l'est, théoriquement. Parce que la souveraineté, c'est avoir la possibilité d'avoir un contrôle effectif sur son territoire national, l'intégrité du territoire, qu'elle soit défendue, que l'indépendance nationale soit une véritable indépendance réelle. Alors que aujourd'hui, on le sait très bien, le Niger est un pays occupé avec des forces étrangères qui sont venues pratiquement s'établir avec des bases multiples sur le territoire national, des bases militaires, des forces d'occupation des pays étrangers qui ne sont pas du tout aujourd'hui contrôlées par qui que ce soit. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Le commandement opérationnel n'est même pas en Afrique, il est en France. C'est de là-bas qu'ils reçoivent leurs instructions. Et ici au Niger, personne n'a la possibilité d'aller regarder ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent sur leur territoire parce qu'ils estiment que, jusqu'à preuve du contraire, ils considèrent dans leur tête que le Niger est une colonie. Et cet esprit-là est là. Même que nous avons entendu avant-hier le président de la République parler que le Niger vit une indépendance réelle sur une chaîne de télévision que nous avons suivie, la télévision qatari, la chaîne Al Jazeera. Le président disait qu'il vit une indépendance réelle. Toi qui es là, qui as une obligation constitutionnelle d'être le garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire, et tu acceptes des forces étrangères sur ton territoire sous prétexte qu'il y a un besoin de mutualisation des forces pour lutter contre le terrorisme. Mais bon Dieu, mon œil, j'ai suis convaincu que ça c'est juste des parades. La preuve, quand les Français ont décidé en 2013 de venir s'installer ici pour aller attaquer au Mali, mais ils sont venus s'installer, ils n'ont même pas demandé la permission du Niger. Ils sont installés. Et puis après, de fait, ils se sont installés, leur base s'est établie. Même que pour le président, il ne considère même pas que c'est des bases, il considère que ce sont des centres logistiques. On ne sait même pas quelle lecture il fait de mots centre logistique et la base. Parce qu'une base, c'est un centre logistique. C'est là où vous déposez vos matériels, c'est ça qu'on appelle base. Donc, voilà une situation que nous vivons aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de gens en train de se frotter les mains, de considérer qu'on est un îlot de sécurité et autres. Il faut remercier Dieu, ouais. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons ce que nous vivons et non parce que les gens sont en train de faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils ont mis, comme ils disent, beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup d'argent dans l'achat des matériels militaires. Mais en fait, c'est aussi des affaires pour eux. Parce que la plupart de ceux qui ont géré ces affaires de l'achat des armes sont transformés en multimilliardaires dans le pays. Donc, ça veut dire que, quelque part, cette opération est une affaire pour permettre aux gens de s'enrichir, de se procurer de l'argent. Donc, ça, c'est l'état de la situation que l'on ressent. Ensuite, sur le plan économique, on constate de manière dramatique et depuis le lendemain du coup d'État, j'allais dire le coup de force, qui est intervenu le 18 avril. Le 25 février, déjà, une semaine après, Areva avait écrit au Niger pour renoncer à tous les engagements qu'elle a pris avec le Niger, sous l'autorité de Tanja à l'époque. Ils ont donc annoncé leur renonciation au respect des engagements qu'ils ont pris. Donc, dont la réalisation de Imou Arène,
et comment on appelle, beaucoup d'autres mesures concernant le prix de l'uranium et d'autres engagements qui sont venus à prendre sur la réalisation de certaines infrastructures pour lesquelles ils doivent contribuer à les faire. Ils ont renoncé. Ils ont écrit une lettre qui date du 25 février pour informer le Niger que voilà ce qu'ils ont pris. Et ils ont mis en exécution leur plan. Donc, avec les militaires, pendant même que les militaires de Salou Jibo étaient là, ils ont organisé parce qu'ils ne voulaient pas et réaliser le chantier de Imouaren. Et comme on se souvient d'ailleurs, c'est au moment où le Tanja est parti pour poser la première pierre de comment on appelle ça, de Imouaren, et le 4 mai 2009, à Agadez, qu'il y a eu effectivement la déclaration qui annonçait en même temps son intention de soumettre à référendum les préoccupations qui sont soulevées par les Nigériens par-ci par-là, notamment en ce qui concerne tout ce que j'avais rappelé tantôt. Donc, c'est pour vous dire, quand ils sont venus à faire ça, ils ont organisé, je dis bien, l'enlèvement à Agadez, comment on appelle ça, à Arlit, pour enlever les gens et puis maintenant plus tard les conserver, justifier qu'il y avait de l'insécurité déjà en 2011 et pour ne pas commencer le chantier de Imouaren qui devait être achevé en décembre 2012. Première annonce, ça c'est du temps des militaires déjà. Ensuite, quand ce régime qui n'est que le prolongement des militaires qui est là, est arrivé, donc eux aussi, ils ont continué dans la même logique. Tout le monde se rappelle, le directeur de cabinet du président de la République, M. Massaoudou Hassoumi, est parti en France, lui seul, en face des experts de Areva, pour négocier la minute de meeting. Vous vous rappelez la minute de meeting, à l'occasion de laquelle les gens de Areva ont dit exactement ce que leur intention, c'est qu'ils ne veulent pas construire Imouaren. Et ils ont orchestré tout un plan qui devait conduire à la chute même du prix de l'uranium avec l'événement prétexte de Fukushima qui est intervenu au Japon. Et tout de suite, on a dit, bon voilà, il y a un problème, il y a ceci, cela. Et les gens, comme c'est eux qui sont pratiquement les acheteurs, parce que, comme vous le savez, l'uranium, c'est pas des cacahuètes, hein. C'est pas tout le monde qui l'achète et c'est pas tout le monde qui sait l'utiliser. Donc c'est eux qui sont au devant, c'est eux qui sont, comme on dit, au début et à la fin du process. Donc ils ont organisé leur volonté de refuser de respecter les engagements qu'ils ont pris pour le Niger. Et ils ont fait des reports. Ils ont dit en 2014. 2014 est arrivé, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Il faut 2017. Ils ont signé un semblant de ce qu'ils ont appelé accord de partenariat stratégique. Mais c'est pas stratégique que pour la France. Nous l'avons dit d'ailleurs. Et c'est ça qui a été l'occasion. Et si vous vous rappelez, quand on l'avait dit, le ministre de l'époque, des Mines, il est rentré dans les médias pour nous traiter de tous les mots et croire qu'on mentait alors que c'est lui qui ne comprenait même pas ce qu'il signait, le pauvre. Donc, et voilà la situation, et tout le monde s'est rendu compte que finalement ce que nous avons dit dans notre point de presse, dans le cadre du collectif Sauvons le Niger à l'époque, nous avons dit, voilà les problèmes qu'il y a. Et aujourd'hui, c'est pas arrivé, Imouaren, c'est pas fermé. C'est pas fermé, vous croyez qu'on va faire Imouaren en 2017? Nous sommes déjà en 2017. Même ce qui avait déjà commencé à être construit a été démantelé. Et on annonce 2020. Mais 2020, dès lors qu'on a même démantelé tout, vous croyez que c'est pour demain? C'est pas demain la veille pour réaliser Imouaren. Donc ça c'est parti. Donc les 6000 emplois, les différents trucs qu'on espérait, rien du tout. C'est parti. Ce régime-là a vendu ça. Ensuite, le chantier de barrage de Kandaji, on est où? Vous voyez bien que le chantier de barrage de Kandaji, nous sommes en train de vivre une situation dramatique. La réalisation du barrage de Kandaji risque de ne jamais pouvoir se faire avec aujourd'hui la position que on sait la Banque mondiale est en train de prendre par rapport au dossier. Les données sont là. Il faut que les uns les autres comprennent ça. Donc barrage de Kandaji plombé. Ensuite, on prend la Sakadamna. Le chantier de Sakadamna pour la construction de la centrale thermique de Sakadamna, elle est où? Ils sont partis, ils ont accepté de se retrouver avec des escrocs qui sont venus leur dire non, que eux, au lieu même de 200 mégawatts, ils peuvent même faire une centrale de 600 mégawatts. Les gens là aujourd'hui, ils sont en train de courir dans la nature, ils ne savent même pas où les trouver. C'est fini, Sakadamna, rien du tout. Ensuite, le chantier de la cimenterie de Kaou. La cimenterie de Kaou, on n'en parle même pas.
Ce qui s'est passé à côté, c'est qu'il y avait le monsieur du Nigeria, Dangote, qui est venu faire la promesse qu'il va faire une usine dans la région de Tawa, au niveau de Keita. Il est parti là-bas annoncer, on est venu à grande pompe d'ailleurs, on a fait la pose de la première pierre de la construction de cette usine-là. Elle est où? Rien du tout. Rien du tout. Ensuite, ce qu'ils ont même trouvé ici, dans ce pays, notamment, comment on appelle ça, le pétrole. Ils avaient trouvé que le pétrole, ce qu'ils avaient contesté, qu'ils avaient dit que c'était même de l'eau, ça n'avait aucune chance de réussir, de donner du succès. Ils ont trouvé que le succès était là. Mais ils n'ont pas pu gérer la suite. Parce que la suite, c'est que l'usine qu'on a installée, CNPC, qui devait extraire le pétrole, comment on appelle ça, des terres, elle avait une capacité installée de produire 100 000 barils par jour. Et on a programmé donc d'utiliser 20 000 barils qu'on va orienter vers la Soraz, qui est une raffinerie qu'on a envisagée, qui devait permettre donc de produire du raffiné pour le besoin de la consommation locale. Aujourd'hui, vous voyez bien que le pipeline qui devait être réalisé pour passer de Agadem à comment on appelle ça, au Bénin, et pour pouvoir traverser le Niger sur 1200 km avant de faire les 700 km du Bénin. Et aujourd'hui, c'est où? On n'en parle même pas. Vous voyez bien, on dit, on va passer par le Tchad. Ça fait 6 ans qu'on n'en parle. Rien du tout. Ça veut dire que ça aussi, c'est plombé. Et pire, voilà qu'à l'international, on constate une chute dramatique du cours du baril. Donc, quand le baril était déjà à $110, $120, on n'a pas pu réaliser, c'est pas aujourd'hui qu'il est à $30, $29-30, que quelqu'un va prendre le risque de dire, il va venir construire un pipeline pour enlever du pétrole, et à 2000 km pour l'amener, être mis en concurrence avec du pétrole qu'on enlève à l'île de Bakassi, ou au Sao Tomé et Principe, totalement on appelle ça dans l'océan. Donc, c'est pour vous dire qu'avec ces gens, tout ce qui avait été annoncé comme chantier, qui était des chantiers dont on disait qu'il fallait laisser le président Tanja les faire. Aujourd'hui, tous ces chantiers-là que les gens avaient promis qu'ils étaient capables eux-mêmes, ils sont des hommes, ils sont capables de pouvoir faire. Le résultat, c'est que c'est plombé. La cimenterie l'usine de comment on appelle ça? L'usine de la petite métallurgie de Kirtachi ici là, qu'on devait construire pour pouvoir transformer le fer de la région de Saï, pour qu'on puisse avoir au moins la construction du fer à béton. Vous voyez bien que dans le cadre de la construction que nous faisons dans ce pays, on importe beaucoup du fer à béton, parce que on n'a pas ça. Mais si on avait notre petite métallurgie ici, on allait avoir donc du fer à béton made in Niger qui devait être dans la circulation. La même chose si on avait pensé à faire du ciment à Kao, c'est parce que avec les 1 million de tonnes de ciment prévues à Kao, on avait la possibilité donc de faire baisser le coût du ciment et faire en sorte que les gens puissent avoir la possibilité de construire. Vous vous rappelez que l'État avait donné près de 30 000 parcelles aux fonctionnaires arrivés contre parcelles, mais la plupart ont été obligés de brader ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une tonne de ciment à 140 000, à 120 000, à 135 000, 150 000 pour pouvoir construire et même une bicoque. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de réalité du point de vue de tout ce que les gens avaient promis, c'est du pipeau, rien du tout. Et les choses sont là. Tout ce que je dis là, je ne raconte pas des histoires. Je dis des choses qui sont des choses qu'on peut vérifier. Maintenant, les gens ont fait autre chose. Ils ont raconté que ils ont géré mieux que tout le monde. Donc ça, c'est de la propagande, c'est de la démagogie. Ça nous intéresse pas. Ça, c'est un débat entre les politiciens. Mais ce qui nous intéresse, en tant que Nigériens, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs qui avaient considéré que, au titre de l'intérêt public, il était nécessaire d'engager l'initiative de la refondation de la République et veiller à ce que ces chantiers-là puissent être dans la position d'être mis en route. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres petits chantiers qui étaient là. Même le recrutement à la fonction publique dont on parle. Mais ce n'était pas prévu de 2000 enseignants, 2000 contractuels. L'idée de résorber les contractuels avant pratiquement 2012, les 42 000 contractuels de l'époque qu'il avait, et l'idée était là de les résorber avant la fin de la transition même de 3 ans là. Il était envisagé que cela soit possible parce que un plan déjà avait été annoncé que ça va être, parce que dans les discussions que nous avons faites avec le gouvernement, l'idée était déjà là. Mais aujourd'hui, on est où?
Donc il faut bien noter, c'est des choses qui sont là, qui sont observables. Maintenant, sur le plan des autres aspects qui ont pendant longtemps été le leitmotiv des gens, notamment la lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre le détournement des deniers publics, contre l'enrichissement illicite en exploitant les positions de pouvoir qu'on a. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu. Parce qu'aujourd'hui, je viens de vous rappeler, les gens ont géré l'insécurité et ils sont devenus milliardaires. Ça veut dire que le fait même qu'il y ait insécurité, c'est une affaire. C'est une bonne affaire pour les gens qui, prétextant l'insécurité, peuvent avoir la possibilité donc de se voir être chargés de lancer des commandes et ils croient que quand vous lancez une commande au nom de l'État, s'il y a des rétrocommissions, c'est à vous que ça concerne et non l'État du Niger. Vous imaginez un pays comme ça, où vous avez des gens qui représentent l'État, qui ont leurs frais de mission, qui ont leur indemnité, qui ont leur salaire pour faire le travail qu'ils doivent faire. Et quand ils font le travail comme il se doit, s'il y a remise ou ristourne, ils doivent les empocher eux-mêmes, comme si ils ont fait le travail pour eux-mêmes. Alors qu'ils sont partis au nom de l'État, ils ont donné les marchés au nom de l'État. Si on considère qu'il y a lieu de faire des commissions, pour des remises ou des réductions pour permettre au pays, c'est donc au lieu de demander de les prendre pour empocher, vous devez ou les reverser au trésor, ou alors demander plus de matériel. Tout simplement, au lieu de venir prendre cet argent et venir faire les dancing que les gens ont vu dans Niamey. Tout le monde a vu comment, à l'époque, le ministre de la Défense de l'époque, qui curieusement, ironie de l'histoire, aujourd'hui est député national et même président, s'il vous plaît, de la Haute Cour de justice, qui est appelé à juger les ministres délinquants qui ont été amenés à poser des actes de délinquance du genre de ceux qu'ils ont posés. Donc il y a de quoi s'interroger sur le pays, sur l'avenir du pays, sur même les motivations réelles des événements du 18 février 2010. Les événements du 18 février 2010 n'avaient rien à voir avec la démocratie. C'était pas la démocratie qui était en cause. La démocratie au Niger n'était pas en cause. C'est des individus qui avaient des préoccupations et des États qui avaient des intérêts à défendre, qui pensent que avec Tanja, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Et donc, par conséquent, il était donc impossible qu'ils puissent ne pas comploter avec certains de nos compatriotes qui sont pressés d'arriver au pouvoir et de jouer ce qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui. On a vu. Donc, en réalité, il y a plus de discours que des actes.